13h, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. C'est désormais possible, le vol inaugural direct Dakar-Djeddah est fait. La ligne aérienne fait le bonheur des voyagistes et pèlerins du Sénégal. Une performance de Air Sénégal réalisée en moins de 9 heures de temps. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. La LISCA a mis l'accent sur le bien-être des femmes atteintes. Un plaidoyer fort de plus en faveur des populations marginalisées. Nous irons à la découverte de la luxueuse demeure du président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro qui repose dans sa résidence, un concentré de luxe et de prestige où peu de médias ont accès. Des images inédites des équipes de la RTS. Bonjour et bienvenue. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a reçu les dirigeants des principales institutions du pays dans ce contexte de conflit entre les pouvoirs législatifs et judiciaires. Le chef de l'État entend élargir ses consultations à travers un dialogue national pour la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. Aboubakry Kane synthèse. C'est en prélude à son adresse à la nation de ce samedi que le président de la République a entrepris ses consultations avec les présidents d'institutions. Le chef de l'État a d'abord reçu Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, avant de s'entretenir avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba. Ce fut ensuite au tour de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, d'être reçu par le président Sall. Le chef de l'État a également consulté le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. En sa qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, le président de la République ne saurait intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Après ces consultations avec les dirigeants de ces institutions, le président Macky Sall entend engager un dialogue national ouvert, l'objectif étant de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. La communauté scientifique du Sénégal et de l'Allemagne partagent les résultats des recherches sur l'agroforesterie, une science pour faire face au changement climatique et à la dégradation des sols. La rencontre s'est tenue à Dakar sur le thème « Promouvoir le développement durable en Afrique grâce à l'agroforesterie ». Agnès Nyanyamane, compte rendu. L'agroforesterie, un pilier dans la lutte contre la dégradation des terres et les changements climatiques. Le Sénégal s'est engagé dans cette lutte depuis des années par des formations spécifiques au niveau des universités. Depuis 2007, au Sénégal, nous avons commencé des formations spécifiques dans nos universités publiques dans le domaine de l'agroforesterie, notamment à l'université Assane Seck de Ziguinchor, avec la licence d'agroforesterie, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec un master en agroforesterie et écologie, et à l'université du Sine Saloum, Elhadji Ibrahima Niass, avec également une licence en agroforesterie. C'est dire que le travail qui a été présenté aujourd'hui par le Centre de suivi écologique et ses partenaires va jouer un rôle important dans la lutte contre la dégradation des terres et le changement climatique. Ce symposium est co-organisé par le Centre de suivi écologique et une ONG allemande. Une collaboration basée sur la recherche pour un développement durable de l'agroforesterie en Afrique. Il s'agit d'un défi majeur pour le développement durable, particulièrement en Afrique, où la résilience des communautés nécessite et des écosystèmes et des agrosystèmes viables. Le choix de l'agroforesterie est un pari gagnant pour infléchir les tendances de la dégradation des terres. Et pour cela, nous avons besoin d'évidence, de preuves scientifiques sur les pratiques agroforestières en Afrique. Agroforestry is so important. L'équation est très simple. L'humanité croît démographiquement, les besoins en service des écosystèmes croît aussi conséquemment. Donc on a forcément besoin de planter beaucoup plus d'arbres pour répondre aux besoins croissants des communautés. C'est pourquoi nous avons fait ce travail sur l'atlas de l'agroforesterie pour voir le potentiel
de tirer les opportunités liées à l'agroforesterie pour satisfaire les besoins des communautés et des populations. Cette science qui restaure et réhabilite efficacement les terres est l'une des réponses aux besoins des communautés. Comme vous le savez, donc, nous avons un accroissement démographique important et comme les terres ne sont pas élastiques, et il y a un besoin croissant également en alimentation, ces pratiques agroforestières permettront aux communautés d'avoir des moyens de subsistance, mais d'améliorer également leurs moyens d'existence. Et c'est là l'association de l'arbre aux cultures ou bien aux activités pastorales permettent de diversifier dans un lopin de terre réduit toutes ces activités et pouvoir mener des activités productives toute l'année. L'alimentation des terres à travers l'agroforesterie devrait réduire la pauvreté et promouvoir la création d'emplois. Voilà, et puis tout de suite, nous allons à l'Assemblée nationale retrouver Ibrahim Ndong en liaison téléphonique. Vous savez, l'Assemblée nationale qui examine ce matin le texte à la plénière. Ibrahim, bonjour. Vous êtes en direct dans ce 13h tout d'abord. Bonjour, cher Bamba. Voilà. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Voilà, Ibrahim, décrivez-nous la situation qui prévaut là-bas. La séance plénière a-t-elle démarré? Et voilà, les députés sont en train donc de prendre la parole apparemment. Effectivement, cher Bamba, il faut juste rappeler que les députés sont convoqués ce lundi en séance plénière. Et l'ordre du jour porte sur l'examen de la loi constitutionnelle numéro 4/2024, portant notamment dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Alors, il faut dire qu'actuellement, les discussions sont engagées, mais on peut parler d'un faux départ de cette séance plénière. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des questions préalables qui ont été soulevées et que des députés, certains députés de l'opposition ont voulu prendre la parole, ce que le président de l'Assemblée nationale n'a pas accepté, disant que le règlement intérieur est clair là-dessus. Et par la suite, une partie des députés de l'opposition se sont présentés au pupitre en brandissant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en précisant que tout député avait la possibilité de prendre la parole pour tout simplement soulever une question préalable. Et c'est ce qui a valu une suspension de séance de presque une demi-heure. Au retour, le président de l'Assemblée nationale a finalement permis à ses députés de soulever ces questions préalables. Alors, il faut le rappeler, cher Bamba, cela fait suite en tout cas à la commission d'enquête parlementaire qui a été réclamée par les membres, le groupe parlementaire, notamment Liberté, Démocratie et Changement, par l'intermédiaire de Mamadou Lamine Thiam, suite donc à l'irrecevabilité de la candidature de Karim Meïssa Wade. Donc, c'est ce qui explique le travail qui a été abattu hier en commission des lois. Et là-dessus, le président Mamadou Lamine Thiam avait présenté des motifs en indiquant que la présente proposition de loi visait à modifier l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal, car dans son préambule, dira-t-il, il consacre le droit à l'égal accès à tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Donc, c'est ce qui est à l'origine, cher Bamba, de la création de cette commission d'enquête parlementaire qui est en train aujourd'hui, où les députés sont appelés à voter oui ou non. Comme vous le savez, le président a été saisi d'un avis. C'est ce qui est même à l'origine de l'abrogation du décret convoquant le corps électoral. Alors, rappelez tout juste, Bamba, avant de vous laisser, que lors de cette commission, lors de ce travail qui a été fait en commission, il y a eu des choses qui ont été soulevées, comme quoi que cette situation était une crise institutionnelle entre les pouvoirs législatifs et judiciaires et s'avère de nature à remettre en cause la démocratie sénégalaise, l'intégrité du processus électoral et le caractère transparent et inclusif de l'élection présidentielle. Et pour maintenant éviter justement cette instabilité et des troubles politiques graves de nature à affaiblir la République,
Il s'avère maintenant urgent de remédier tout simplement au manquement relevé, et ce par une reprise complète du processus électoral et par un report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 à 6 mois, a-t-il mentionné. Donc, c'est aujourd'hui ce à quoi on s'attend aujourd'hui. Les députés ont déjà engagé les discussions. Maintenant, ils vont tout simplement essayer, tout un chacun va prendre la parole pour défendre son point de vue. Et là-dessus, d'autres ont même, en tout cas, évoqué que l'article 27 de la Constitution sera, porté atteinte. Sera porté l'article, excusez-moi, que l'article, en abrogeant l'article 31, cela va tout simplement affecter l'article 27 de la Constitution qui stipule que le mandat est de 5 ans et que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Et donc, en abrogeant tout simplement l'article 31, cela va tout simplement prolonger le mandat du président et au-delà du 2 avril, ils disent que le président ne sera plus légitime pour diriger. Mais il faut tout simplement rappeler que là-dessus, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, a vraiment précisé que là-dessus, c'est clair. Ils disent que, elle avait dit que le président est là jusqu'au 2 avril, certes, mais s'il y a un concours de circonstances qui fait qu'il est obligé de rester encore, il le sera parce que en ce moment-là, on ne pourrait pas parler de vacances du pouvoir, étant donné qu'il n'y a pas son successeur qui est là pour que le président puisse lui passer le témoin. Donc, cher Bamba, les discussions vont en tout cas durer plus longtemps qu'on le pensait parce qu'actuellement, la suspension de séance qui a commencé sous peu a vraiment poussé certains à avoir un ton assez sévère pour tout simplement commencer cette séance plénière. Donc, gardez-nous en repérage, cher Bamba. Nous allons, si vous le souhaitez, d'un moment à l'autre, revenir pour vous donner des informations complémentaires. Merci beaucoup. Direct donc à l'Assemblée nationale avec notre reporter sur place. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué suspension provisoire de l'Internet des données mobiles. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique informe le public qu'en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public, l'Internet des données mobiles est suspendu provisoirement à partir du dimanche 4 février à 22 h. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées et signé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Maître Moussa Bocar Thiam. Je vous le disais, c'est enfin une réalité, une prouesse d'Air Sénégal, le pavillon national, le vol direct Dakar-Djeddah, désormais possible, moins de 9 heures de temps, un soulagement pour les voyagistes et pèlerins du Sénégal et de la sous-région, opérée donc par le pavillon national. Cette ligne marque un grand pas dans le développement du transport aérien. Le reportage de Ramatelem à bord. 21h30 à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, des passagers du vol inaugural à Dakar-Djeddah font leur formalité d'enregistrement. Il s'agit du premier vol direct de la compagnie Air Sénégal pour faciliter la Umrah ou le Hajj aux Sénégalais et aux populations de la sous-région. Je voudrais très sincèrement remercier le directeur général de Air Sénégal qui a eu à répondre favorablement aux demandes des autorités religieuses pour un vol direct Dakar-Djeddah. Et je pense que ça a été une préoccupation de nos pèlerins. Donc je pense qu'il vient de mettre en œuvre cette stratégie de hub aérien. Parce que vous savez que le Sénégal ambitionne d'être le premier hub aérien régional. Air Sénégal, qui est notre compagnie nationale, est en train de jouer un rôle très important pour mettre en valeur ce projet de hub aérien. Sous la vision du chef de l'État et des acteurs qui sont juste là derrière nous, qui passent leur temps à essayer de développer ce hub aérien qui est une vision étatique, de faire cette ligne à portée de tous ces pèlerins-là et à un prix quand même très compétitif par rapport au coût d'exploitation de cette ligne. C'est vrai que c'est un plaisir de recevoir nos amis maliens à travers cette connexion parce qu'on fait Bamako pratiquement 4 à 5 fois par semaine et avec toute la sous-région que nous desservons,
Conakry, Abidjan, Bissau, Banjul, la Mauritanie, etc. Ce vol, aujourd'hui, va prospérer. Voilà pourquoi, dans la stratégie de la compagnie, nous prévoyons de faire un deuxième vol dans les semaines à venir et pour mieux renforcer la capacité en termes de siège sur cet axe Dakar-Djeddah, Djeddah aller-retour. Que de bonnes nouvelles pour les pèlerins cette année avec Air Sénégal. C'est un plaisir pour moi aussi de vous annoncer que Air Sénégal va faire le pèlerinage cette année. Et donc c'est un vol test aujourd'hui. Parce que, Inch'Allah Rabbi, les passagers qui emprunteront cet avion Airbus A330 de dernière génération, qui n'a même pas 5 ans, avec une capacité de 290 sièges, 32 business, 21 premium et 237 économies, vont atteindre la destination en moins de 8 heures de temps. Pendant que d'habitude, il fallait 14 heures, 15 heures, voire 18 heures avant d'arriver, complètement fatigué. Il est 1 heure du matin, c'est l'heure d'embarquer, juste après la coupure du ruban. Tout un dispositif mis en place pour mettre voyagistes et pèlerins dans les meilleures conditions. À bord, un personnel qualifié aux petits soins. Chaleureux à Djeddah, une première expérience bien vécue par Air Sénégal et ses partenaires. En fait, ce vol inaugural Dakar-Djeddah, direct, est un vol vraiment qui va être bénéfique, n'est-ce pas, pour la population sénégalaise, en particulier les pèlerins. Parce que autant les pèlerins vraiment souffraient pour joindre la Mecque, mais aujourd'hui avec ce vol inaugural Dakar-Djeddah direct, vraiment ça va soulager beaucoup de pèlerins sénégalais. Je trouve que le vol était super et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pérennise cette flotte, que Air Sénégal, Tchakao Tchakanam. Et vraiment je suis très fier de faire partie de ces premiers vols de Dakar-Djeddah, et j'en profite pour vraiment féliciter le président Macky Sall qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour soutenir la compagnie nationale Air Sénégal. Une Umrah réalisée dans les meilleures conditions grâce à ce vol direct Dakar-Djeddah qui a réduit considérablement le temps de voyage des pèlerins qui saluent les efforts de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal. La Ligue sénégalaise contre le cancer a célébré hier la journée mondiale contre la pathologie. Cette année, la LISCA a mis l'accent sur le bien-être des femmes atteintes. Elle a fait également un plaidoyer fort à travers le thème « Combler l'écart en matière de soins pour les populations marginalisées ». Mbarandiaï et Mariem Biramba. Ces femmes sont venues répondre à l'appel de la Ligue sénégalaise contre le cancer pour célébrer la journée mondiale contre la pathologie. Une initiative qui permet à la LISCA de faire un plaidoyer pour combler l'écart en matière de soins. Cette année, c'est vraiment appeler l'État du Sénégal à s'engager, à considérer la maladie cancéreuse et réduire le gap dans la prise en charge du cancer, c'est-à-dire entre les riches et les pauvres, la disparité des soins dans les régions. Cette journée est l'occasion pour la LISCA de communier avec les malades. Une panoplie de séances de bien-être est initiée pour un suivi psychologique des femmes atteintes de cancer. Cette activité de bien-être est très importante. Je vais vous raconter une année où nous avons organisé une journée de bien-être et il y avait un monsieur, une dame qui était accompagnée par son mari. Après la séance de maquillage, le mari n'a pas reconnu son épouse et c'était important. On leur montre qu'elles doivent continuer à être femmes parce qu'avoir une pathologie qui réduit ta féminité, c'est assez difficile. Parce que le sein de la femme, c'est son organe de féminité. Si on te fait une mastectomie, on enlève une partie de ta féminité et leur montrer, malgré cette mastectomie, cette amputation, elles doivent rester femmes. À leur tour, les patientes ont globalement apprécié l'accompagnement de la structure. Elles ont toutefois demandé plus d'appui de la part des autorités. Je me sens femme aujourd'hui, hein, et je me sens toute belle, sincèrement. Parce que depuis que je suis malade en 2021 jusqu'à présent, je n'ai même pas l'impression d'aller au salon ou de mettre un crayon comme ça au niveau de mes yeux. Bien que j'ai cette force de me battre, mais aujourd'hui, je me dis chaque semaine, on va me donner un abonné. Donc chaque semaine, je vais aller à cette boîte-là pour me faire toute belle. Et que cette maladie peut se guérir. J'implore aussi que ce soit les futurs ou le futur président qui sera là,
d'ainsi que le président Macky Sall, nous lançons un message solennel et très fort qu'il nous aide à amplifier les moyens de levant. Parce que étant malade, plus de 2000 et quelques membres, chaque octobre rose, on a des cas de malades de cancer. Impérativement, tu dois faire la chimio, tu dois faire la radiothérapie et c'est tellement coûteuse. Dans la prise en charge des malades du cancer, le Sénégal a consenti beaucoup d'efforts, notamment dans la gratuité et a un meilleur accès aux soins de santé. La Ligue sénégalaise contre le cancer entend ainsi mettre l'accent sur le bien-être de ces braves femmes pour les soulager dans leur quotidien face à la maladie, le cancer. L'Association pour l'Union des Diaobé a fêté ses 40 ans, réunie pendant 72 heures à travers diverses activités. C'est aussi l'occasion pour cette communauté de réfléchir sur les difficultés que traverse leur terroir afin d'apporter des solutions. Barandiaï et Lamine Touré. Forte d'une communauté alpulaar venue du Sénégal comme de la Mauritanie et de la diaspora, l'Association pour l'Union des Diaobé dévoile ses objectifs. C'est une association qui a pour objectif d'abord de rassembler tous les Diaobé du Sénégal, de la Mauritanie et de la diaspora. Ça, c'est l'objectif premier, mais l'objectif principal également, très important pour la communauté, montrer à la face du monde, parler à nos autorités de nos problèmes, de nos difficultés que vivent nos populations dans le Djeri. L'Association pour l'Union des Diaobé existe depuis 40 ans. Elle intervient dans l'entraide et la solidarité dans leur village du Fouta. Dans ce sens, un panel a permis d'identifier les difficultés rencontrées dans leur terroir. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés malgré les efforts de l'État, mais nous sommes réunis aujourd'hui au Grand Théâtre. Les Diaobé ici de la Mauritanie, ici du Sénégal, partout aujourd'hui au Sénégal jusqu'en Casamance, partout, nous nous sommes retrouvés pendant 72 heures. Mais aujourd'hui au Grand Théâtre pour faire le grand panel, pour discuter de nos problématiques, pour parler des problématiques. Vous savez, aujourd'hui nous sommes confrontés surtout à problème de l'eau. Il y a le problème de l'électricité et nous avons les problèmes aussi des cases de santé. L'association reconnaît les efforts de l'État pour renforcer l'équité territoriale et elle souhaite maximiser ses investissements pour soulager durablement les populations. Nous, au niveau de nous, en tant que fils de Diaobé, nous avons fait des efforts. Mais vous savez, l'État, nous ne pouvons pas aujourd'hui combler la place de l'État. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis et nous allons porter nos doléances pour que ces problèmes-là, parce que nous avons entendu aujourd'hui, il y a des programmes que l'État a mis en place, tels que aujourd'hui le Piment, tel que le PUDC. Tous ces programmes-là, nous voulons aujourd'hui que ces villages bénéficient. Maintenant, nous avons un peu de difficulté parce que nous n'habitons pas tous ensemble, parce que nous sommes des centaines de villages dispersés un peu partout. Et aussi, nous allons voir comment on peut ensemble regrouper nos forces pour qu'on puisse avoir le développement. Durant 72 heures, l'association pour l'Union des Diaobé a dévoilé toute sa richesse culturelle. Les femmes ont pu bénéficier de formations et d'actions de développement. Un mémorandum répertoriant toutes les recommandations est attendu à l'issue des festivités. Voilà donc les festivités culturelles de l'association des Diaobé. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Et nous allons démarrer par la direction de la prévention et de la gestion des inondations qui poursuit sa tournée dans la région. Après Kolda, elle a organisé un atelier de restitution de la cartographie des surfaces inondables à Tambacounda. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Tidjane Sissé, RTS 3 Tamba. C'est un atelier organisé par la direction de la prévention et de la gestion des inondations. Il s'agit pour elle de restituer les résultats de l'étude cartographique des surfaces inondables et des risques d'inondation de la zone pilote de Tambacounda. Il s'agit d'un système d'information géographique qui a été réalisé pour améliorer la connaissance du risque d'inondation sur toute l'étendue du territoire. C'est un outil d'aide à la prise de décision pour les autorités administratives, pour les collectivités territoriales. Parce que cet outil-là va nous permettre aujourd'hui d'identifier tous les réseaux hydrographiques dormants et également la mise en place des cartes de vulnérabilité et des cartes
sur les hauteurs d'eau et sur les vitesses des eaux. Cet outil d'aide à la prise de décision va permettre demain aux aménagements futurs de prendre en compte le risque d'inondation dans la commune de Tambacounda. Initié par l'État du Sénégal avec le concours du Fonds vert climat et l'Agence française de développement, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de gestion intégrée des inondations. Dans la région de Tambacounda, les risques d'inondation sont faibles. C'est des populations qui ont une culture du risque d'inondation. En fait, ce que nous avons vu, le principal risque se trouve autour du Mamakunda, ce bras de fleuve. Effectivement, le risque principal se trouve autour des quartiers aux alentours de Mamakunda. Donc, nous allons revenir sur les solutions pérennes. Démarré en 2021, ce projet concerne l'ensemble du territoire national. Il vise notamment à prévenir les risques d'inondation, réduire la vulnérabilité des territoires au risque d'inondation et renforcer la gouvernance au risque d'inondation. L'excellence a été célébrée à Foundiougne, dans la région de Fatick. Le ministre de la Culture, Aliou Sow, était à l'école Tafsir Mor Boye pour récompenser les meilleurs élèves. Des bourses ont été remises, en plus des ordinateurs et matériel didactique. Il faut rappeler que l'école a formé plusieurs cadres, dont le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Le reportage de Claire Diop. À l'école Tafsir Mor Boye de Foundiougne, le ministre de la Culture n'est pas venu les mains vides. Le professeur Aliou Sow a remis des bourses scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA et du matériel didactique aux 12 meilleurs élèves de l'école, aussi des livres et des tablettes. Objectif: accompagner et faciliter les enseignements-apprentissages. La démarche se justifie à plus d'un titre. Cette école a donné les deux parmi les premiers bacheliers du Sénégal. Si aujourd'hui on parle de l'intégration de l'Afrique au niveau du G20, nous le devons à un ancien de cette école. Si nous devons aujourd'hui un dialogue fécond entre la Russie et son adversaire pendant un conflit qui a duré pour permettre à l'Afrique de s'approvisionner en blé dans un contexte difficile, nous le devons encore à un ancien de cette école. Si nous pouvons aujourd'hui fièrement, allègrement, facilement rallier Fatick en traversant un des plus beaux ports ultramodernes, le pont Nelson Mandela, nous le devons à un ancien de cette école. Cet illustre ancien n'est personne d'autre que le président Macky Sall. Ici, l'excellence est célébrée, les meilleurs élèves sont primés et donnés en exemple afin d'inciter tous les élèves au travail. Et c'est pourquoi j'ai décidé, pour que l'exemple serve, d'attribuer à l'élève le meilleur de chacune des 12 classes une bourse annuelle de 250 000 francs, soit 25 000 francs par mois pendant 10 mois. Et une subvention de 500 000 francs CFA sera aussi accordée aujourd'hui au gouvernement scolaire de l'école. Et je suis grande a été ma joie de noter que le jeune élève Moussango, président du gouvernement scolaire, est également lauréat car étant classé premier de sa classe. L'école élémentaire Tafsir Aliou Mor Boye est créée en 1893. Pionnière dans le système éducatif, elle a formé plusieurs générations de cadres sénégalais mais aussi français. Aujourd'hui encore, les résultats enregistrés aux examens sont encourageants. Je vous l'annonçais dans les titres, découverte de la résidence de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, le premier président de la Côte d'Ivoire qui tenait beaucoup à son village, devenu la capitale politique du pays en 1983. Le président Houphouët est enterré dans sa résidence en concentré de luxe et de prestige. Peu de chaînes de télévision ont réussi à filmer l'intérieur de la villa, mais nos équipes sur place ont eu cette chance de visiter cette demeure. Des images exclusives de nos envoyés spéciaux, Massiré Faye, Sabassi Faye, Mamadou Fall, Papa Mamadou Sek et Ibrahim Mboup. Un vaste domaine, 240 hectares. La résidence de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro donne un aperçu sur la dimension de l'homme, sa richesse et la relation qu'il avait avec son village. La famille de Houphouët vit à Yamoussoukro depuis 2 siècles. La maison a toujours existé.
Mais avec la réussite financière et tout, elle a été sans cesse améliorée. Mais le bâtiment, ça a commencé à construire en dur en 1935-36. À ce moment-là, c'est son petit frère Augustin qui devient chef de canton. Et malheureusement, en 1937, son petit frère meurt. Donc, lui, Félix, est obligé de laisser tomber la pratique de la médecine, tout. Et comme à l'époque, il était le seul homme de la famille où il n'y avait que des femmes, il est obligé de venir succéder à son petit frère comme chef traditionnel. Et c'est à partir de là que, après, il crée le syndicat agricole avec d'autres planteurs, et puis qu'il entre en politique. Mais au départ, il est chef traditionnel, il n'est pas politicien. Toute sa vie durant, le père de la nation ivoirienne était fréquent sur les lieux. Il pouvait y rester 2 mois sans aller ailleurs. À sa disparition en 1993 à Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny a été enterré dans le caveau familial qui se trouve dans la résidence. Pour filmer ici, il faut une autorisation spéciale, souvent difficile à obtenir. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement viennent se recueillir devant la tombe du vieux de passage à Yamoussoukro. Sur la droite, il y avait son fils aîné, Félix Junior, qui est mort à l'âge de 10 ans. En face de lui, son petit frère Augustin. Et sur sa gauche, sa mère, Ingrid. À ses pieds à droite, sa sœur aînée, Mamie Feté. Une autre de ses sœurs aînées, ici, s'appelle Mamie Aou. Là-bas, vous avez une de ses tantes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. La toute première tombe là-bas, c'est la tombe de son garde du corps. Et en plaisantant, il me disait, comme ça, même là-bas, il garde la porte. Mais on le considérait comme un membre de la famille. À côté, là-bas, il y a ma sœur, Ndeyana, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. De l'autre côté, il y a sa fille, Florence, et son fils, François. Il y a le chef de canton auquel je succède. Il y a son neveu, Dia, qui est le fils d'Augustin. De l'autre côté, là-bas, il y a ma mère. Il y a une autre grande sœur du président qui s'appelle Mamie Adjoa. Et il y a les 3 épouses du grand-père Augustin. L'esprit du mort reste parmi nous. Son corps s'en va, mais son esprit reste. Et pendant quelques temps, même après sa mort, on continue à lui servir à manger dans sa chambre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avant de rentrer dans la chambre du président, je tape à la porte. Parce qu'on ne sait jamais, son esprit peut être en train de se promener là-bas. Les morts ne sont pas morts, les morts sont avec nous. Au premier étage, il y a une chapelle privée. La religion occupait une grande place dans la vie du président Félix Houphouët-Boigny. Une chapelle privée. Il n'y a pas de messe ici, sauf quand nous le demandons. Sur le plan administratif, elle est rattachée à la cathédrale. Donc quand on veut dire une messe, on demande un curé à la cathédrale qui vient dire la messe pour nous. Il y a une sacristie derrière, tout est prêt. Si tout de suite on veut dire une messe, il y a tout pour la faire. Il était un fervent chrétien, croyant. Sa fille, son unique fille biologique s'appelait Marie. Les gens retiennent aujourd'hui que Houphouët-Boigny a offert une basilique au Vatican. Mais ce n'est pas le premier bâtiment que Houphouët-Boigny offre au Vatican. En 1957, il a offert une église. Il y a à Jérusalem aujourd'hui une église dédiée à la Vierge Marie, offerte au Vatican par Houphouët-Boigny en 1957. Mais très peu de gens le savent. Il était croyant, pratiquant, et il mettait sa foi en pratique. Il était chrétien catholique. Riche cultivateur, député, ministre, président de la République, Félix Houphouët-Boigny aimait aussi le luxe. C'est visible dans la résidence avec ses salons haut de gamme. Du grand luxe à portée de vue. Par ici, la salle du Conseil des ministres. Par là, le bureau personnel du président. Un peu plus loin, la salle d'attente qui peut accueillir 300 personnes. Tout juste à côté, la résidence des enfants. Le décor est impressionnant, mais on n'a jamais une idée sur le coût. Le prix, c'est quelque chose de relatif. Si jamais je connaissais le prix, ça peut nous paraître énorme à nous. Mais pour Houphouët-Boigny, peut-être peu de choses. Ce qui est valable, c'est que c'est encore là. Et c'est encore beau, et c'est encore admirable. Et que vous pouvez le voir. Et ça n'a pas de prix. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Après près de 2 heures de visite dans la résidence du président Félix Houphouët-Boigny, nous voilà dans la cour où se sont déroulées ses funérailles.
en 1993. Ceux qui arrivaient ici, la famille était assise de ce côté-ci. Ceux qui arrivaient pour nous présenter des condoléances s'asseyaient en face de nous. Devant cette porte-là, il y avait une chapelle ardente. Ils présentaient les condoléances et puis après ils partaient. Ça a duré 45 jours, tous les jours de 9h à 18h. Et la Côte d'Ivoire entière a défilé ici. Et c'est après ça que nous avons enterré le président. Dernière étape de la visite, le lac aux Caïmans qui se trouve à l'entrée de la résidence. Voilà, donc cette belle découverte chargée d'histoire et d'émotion également avec la demeure de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny avec Ibrahim Mboup Seder. Ibrahim Mboup que nous allons tout de suite retrouver. Ibrahim, bonjour, quelle joie de vous retrouver en direct. Vous êtes à Abidjan, vous avez quitté Yamoussoukro, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver depuis la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahima. Et toutes mes félicitations avec cette très belle découverte. Tout d'abord, chargée d'émotion, d'histoire, on l'a dit, peu de télévisions y ont accès. Bonjour mon cher Ahmadou Bamba Gueye, c'est aussi un plaisir pour moi de vous retrouver en direct d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons quitté Yamoussoukro hier et nous sommes arrivés en milieu de journée. Le temps pour nous de prendre nos marques, d'aller chercher un hôtel, d'anticiper aussi sur certains passes à avoir. Le pass, c'est le fameux sésame qui vous permet d'entrer au stade le jour du match, qui vous permet d'aller couvrir les conférences de presse, les zones mixtes. Et c'est un travail qu'il faut faire en amont avec donc le comité d'organisation et tout. Là, nous sommes très bien installés à Abidjan et présentement, nous sommes au Palais de la Culture. C'est là-bas que c'est là plutôt que se trouve le centre des médias qui accueille les conférences de presse d'avant-match. Actuellement, il y a même un panel des légendes de la CAF avec des membres de la commission de développement technique, des légendes de la CAF comme Joseph-Antoine Bell, comme Irita Ilunga, Clémentine Touré, le coach de la sélection ivoirienne de football, la sélection féminine. Donc toutes ces légendes sont là pour parler du niveau de la CAN, faire un tout petit peu le bilan avant la fin de la compétition. Actuellement, il ne reste plus que 4 matchs avant la fin de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, pour revenir sur le reportage à la résidence de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, ça s'imposait. On s'est dit on ne peut pas faire plus de 27 jours à Yamoussoukro sans pour autant faire ce reportage-là, faire cette découverte pour nos téléspectateurs. Ça a été difficile d'avoir l'autorisation, mais grâce à la disponibilité du ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, qui a des origines sénégalaises au passage, grâce à lui, on a pu faire ce reportage-là et montrer ces images assez inédites aux téléspectateurs de la RTS. Effectivement, franchement, toutes nos félicitations encore une fois pour cette belle découverte et ce très beau reportage chargé d'histoire et d'émotion. Ibrahima, maintenant c'est le carré d'as, avec un carré d'as étoilé, comme vous le constatez avec nous, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire et bien entendu RDC. Dites-nous ce carré d'as, Ibrahima. Ouais, ce carré d'as pèse 7 Coupes d'Afrique des Nations, 8 même, 8 Coupes d'Afrique des Nations, puisque le Nigeria a gagné 3 Coupes d'Afrique, l'Afrique du Sud, 1 trophée, la Côte d'Ivoire, 2 trophées, la RDC, 2 trophées, donc ça nous fait 8 trophées. Ce sont 4 champions d'Afrique qui se retrouvent dans le carré d'as. À un moment donné, chez Ahmadou Bamba Gueye, on avait parlé de CAN des surprises. Ce n'est pas totalement faux, Il y a une part de vérité. Il y a eu beaucoup de surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est très normal, à l'image de ce qui se passe dans les autres compétitions à l'échelle mondiale. Mais à un stade donné, il y a un filtre naturel. Les grands vont se retrouver forcément dans le carré d'as. Et c'est ce qui est arrivé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Afrique du Sud, Nigeria, ça va être une très belle demi-finale. Ça se jouera à Bouaké,
le 7, mercredi donc à 17h. Et puis Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo à 20h mercredi. Ce sera aussi un très bon match, un très beau choc entre léopards et éléphants. D'ailleurs, nous venons de terminer un reportage sur cette affiche, un reportage que vous verrez dans le journal de 20h. Les Ivoiriens sont hyper confiants. Là, ils se disent, il ne peut plus arriver quelque chose de mal à cette équipe ivoirienne. Après ce qui s'est passé contre le Sénégal en 8e, après ce qui s'est passé contre le Mali en quart de finale, ils s'en remettent au tout-puissant. Parce que selon beaucoup d'Ivoiriens, ce qui se passe en ce moment, c'est grâce au bon Dieu. Cette équipe ivoirienne a beaucoup de baraka, beaucoup de chance. En début de match, face au Sénégal, face au Mali, il y a eu énormément de faits de jeu et l'équipe était en mauvaise posture. Mais à chaque fois, dans les dernières minutes, cette équipe ivoirienne arrive à trouver ce supplément d'âme-là pour aller chercher le résultat. Il y a beaucoup d'envie, il y a du mental, mais il y a aussi beaucoup de baraka, beaucoup de champions du côté de l'équipe ivoirienne. Très bien dit, Ibrahim. C'est toujours avec le même plaisir de vous avoir en direct. Merci beaucoup. Partagez, mon cher. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. On va se retrouver bientôt. Inch'Allah, Ibrahim Mboup, donc, qui nous faisait le point sur ce carré d'as de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous de votre attention. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé cette édition. Mais je vous retrouve dans quelques instants pour la version Wolof.